Lors de son dernier passage sur le plateau d'ActuPeople.net, M. Claude Gourou, président des victimes des déchets toxiques, l'avait promis. Une action était engagée devant le tribunal suisse et il nous avait dit qu'il nous ferait le point. Et cette décision devait tomber le 22 août 2025, c'est le cas. Et il est là sur notre plateau pour honorer en tout cas ce rendez-vous qu'il avait promis à toutes les victimes. Je vous invite à suivre cette interview pour connaître un peu comment est-ce qu'il a pu faire pour pouvoir trouver des indemnisations conséquentes pour les victimes de déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Monsieur Claude Gourou, bonjour. Bonjour Guillaume. Nous sommes très heureux de vous recevoir à nouveau sur notre plateau. Plaisir. Lorsque vous étiez là, on a vu que ça avait fait des vagues, surtout par rapport à, je dirais ça comme ça, surtout par rapport à l'affaire du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Quels sont les retours justement que vous avez eu par rapport à ça, vu que vous aviez parlé de lui énormément lors de cette interview? Bonjour encore Guillaume et bonjour à tous vos abonnés et tous ceux qui nous suivent. Merci à ActuPeople.net parce que cette interview a marqué les esprits. Cette interview a permis à l'ensemble des Ivoiriens, ceux qui ont intérêt, en tout cas sur ce dossier, à comprendre ce qui se passait. Je pense que pour certains, c'était un moment de vérité, mais surtout un moment de recherche et de réparation aussi de beaucoup de contre-vérités qui avaient été dites. Je pense que nous nous sommes parlé, les gens continuent de se parler et nous espérons que notre message a été bien perçu par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Et nous attendons bien sûr un retour. Voilà, ce que nous lui demandons, c'est la restitution des fonds des victimes des déchets toxiques qui, jusque-là, sont gardés par devers lui. En termes de retour, je pense que la balle est dans son camp. Et comme je dis, cela ne n'honore pas et la personnalité et l'institution qu'il dirige, qui est l'Assemblée nationale de notre pays. C'est pour ça que, à côté de l'interview qui est déjà passée, qui a eu beaucoup de retours, nous continuons encore de lui dire l'histoire le regarde et que les victimes attendent ces fonds-là. Je pense que des choses se font et on espère que le retour ne sera pas lointain comme certains l'ont promis et je pense que ça va aller dans le bon sens. Nous attendons toujours la réaction active et définitive du président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, qui jusqu'à ce jour, comme je l'ai dit, à l'attention du chef de l'État, Alassane Ouattara, à l'attention de tout le monde du gouvernement, tous ses camarades, garde encore par devers lui l'argent des victimes des déchets toxiques jusqu'à ce jour. Mais est-ce qu'il était important pour vous de faire ce focus-là sur le président de l'Assemblée nationale? C'est la question que beaucoup d'internautes se posent tout de même. Mais ce qui est à relever, c'est que ce n'est pas Gourou qui fait un focus sur la question. Il est partie prenante du processus. Dès lors qu'on n'a pas, qu'on estime que une partie des fonds n'est pas à disposition, dès lors que la justice ou les procédures judiciaires courent jusqu'à ce jour, parce que jusqu'à ce jour, nous sommes encore à la Cour de cassation et nous sommes en 2025. Donc, toutes les parties prenantes de l'affaire sont impactées ou du moins sont toujours concernées par le processus. Donc, ce n'est pas moi qui a envie de parler de M. Adama Bitogo. Il s'est invité dans un dossier et il s'est rendu coupable du détournement d'une partie des fonds. Et tant que le dossier il est en cours et il est encore pendant devant les institutions judiciaires, quand on parle, on oublie de citer son nom. Et je l'ai dit que le terme, donc la fin de ce processus, ou le fait qu'on ne dira plus Adama Bitogo dans ce dossier, c'est à partir du moment où il restitue les fonds qui sont par devers lui. Et comme je l'ai dit, des fonds qui ont été retrouvés ou des fonds qui ont été estimés qui sont gardés par devers lui, ce n'est pas moi, Claude Gourou, qui invente ou qui donne cette information en premier. Je vous rappelle que j'étais en exil suite aux élections de 2010 pour avoir été parmi ceux qu'on appelle les pro-Gbagbo en son temps. J'étais en exil au Ghana lorsque cette affaire éclate en Côte d'Ivoire en 2011 et que le président Alassane Ouattara démet Adama Bitogo du gouvernement en tant que ministre, sous prétexte qu'il a détourné l'argent des victimes des déchets toxiques. Donc ce n'est pas moi, en fait, qui en parle en premier. Ce n'est pas moi qui mets à la lumière ce problème-là.
Vous comprenez? Et donc, depuis 2012 à ce jour, tant que le litige n'est pas vidé, M. Adama Bitogo, non seulement ne sera pas cité, mais il sera toujours concerné, poursuivi et interpellé dans le dossier. C'est pourquoi je dis que la balle est dans son camp. Ça, je l'entends super bien, mais au-delà de ce focus sur le président de l'Assemblée nationale, comme vous l'avez dit, parce qu'il est partie prenante, on a quand même, tout de même, après cette interview, assisté à une sorte de Big Togo bashing. Est-ce que c'était important de rentrer dans cet aspect des choses? Ça dépend de où on se met. Ça dépend de où on se met. Moi, je relate des faits. J'interpelle un individu avec qui j'avais des relations, donc parce qu'il s'est invité dans mon dossier, dans notre dossier des victimes, avec qui j'ai collaboré à un moment donné. Donc, ce n'est pas un inconnu pour moi dans le dossier. Les victimes, n'étant pas en possession de l'aide due, se voyant spolier l'aide due, après donc une interview ou après donc des déclarations que moi j'ai fais, sont en droit de nous présenter un spectacle de levée de bouclier. Parce que ce sont elles les victimes. C'est nous les victimes. Donc, ce n'est pas forcément un Bitogo bashing. C'est juste des cris de cœur. C'est juste, si vous voulez, c'est de la désolation. C'est... vous voyez, il n'y a rien de plus triste et dommage que des gens qui sont en droit et qui revendiquent leurs droits sont obligés de faire la coubette pour rentrer en droit de leurs droits. Ça, c'est incompréhensible. C'est regrettable. Donc, ce n'est pas un Bitogo bashing, mais moi, pendant 15 ans, si toute la presse, vous faites attention, tous les organes de presse entre 2011 et 2024 titraient partout, même Jeune Afrique, qui disait que j'étais en fuite en 2011 parce que j'aurais détourné ses fonds. Pourtant, M. Bitogo, il était là. Donc, à un moment donné, je n'ai pas crié au loup pour dire, on dit, c'est du gourou bashing. Toute la presse, même internationale, BBC en Angleterre, disait que j'étais introuvable parce que j'avais détourné des fonds. Pourtant, ces fonds-là sont avec Bitogo et Koné Kumar. Donc, si la vérité a fini par rattraper les vrais auteurs, mais comprenez que c'est pour ça qu'on parle d'eux aujourd'hui. Nous, on a parlé de nous. Moi, mon nom a été souillé à tous les niveaux. Il a fallu que je revienne dans mon pays grâce à un monsieur comme le Premier ministre Ahmed Bakayoko, pour que les Ivoiriens sachent ce qui s'est réellement passé. Et ma part de vérité aujourd'hui est sûre et j'ai le droit à la parole. J'aurais disparu ou je serais décédé, l'histoire aurait retenu que c'est moi qui ai ces fonds. Mais ce qui n'est pas le cas. Donc, moi, je rends gloire à Dieu, je suis vivant. J'en parle aujourd'hui, les Ivoiriens comprennent. Donc, c'est maintenant qu'on parle de Bitogo en premier. Donc, en termes de bashing, il y a eu un gourou bashing. C'est normal qu'il y ait un Bitogo bashing parce que c'est lui le vrai auteur de ce détournement et non ma personne. Voilà, donc on ne va pas pleurnicher ici des choses pour lesquelles on est responsable. Voilà, voilà. L'intérêt pour nous, ce n'est pas qu'il y ait un Bitogo bashing ou pas, c'est l'argent des victimes. Et ce que je dis, il est factuel. Il y a une banque en Côte d'Ivoire où des traces ont bien évidemment mis en évidence de l'argent qui est quitté sur le compte des victimes pour se retrouver dans la société de M. Adama Bitogo et il était gérant au moment des faits. Ce qui ne nie pas. Il a reconnu des faits devant le chef de l'État. Au-delà de le poursuivre ou de le mettre en prison, ils l'ont démis du gouvernement. C'est factuel. Ce sont des choses claires et simples. Quand ces événements se suivent, la conséquence immédiate et directe exige et recommande qu'il restitue les fonds. Mais on ne peut pas avoir subi tout ça devant le monde entier. Et après, s'accaparer ces fonds-là, ne pas les donner et se cacher derrière des titres ronflants, politiques, pour se moquer des Ivoiriens, des victimes. Voilà ce qu'on dit. Et tant que ce n'est pas fait, on parlera toujours de bidon. Ce n'est pas un Bitogo bashing, soyez rassurés. Voilà. C'est clair que c'est une revendication. Voilà. Non, c'est comme si c'était un retour du bâton parce que vous estimez avoir été spolié dans les médias à l'international. C'est le temps pour vous de rompre le silence, de donner aussi votre part de vérité. Tout à fait. Et dans cette part de vérité, vous avez été amené en tout cas à donner tous les détails. Et pour ceux qui ont suivi cette première interview, on a vu toutes les preuves qui accablent malheureusement
le président de l'Assemblée nationale, pour refermer ce dossier, parce que je l'ai dit d'entrée de jeu en introduction, aujourd'hui, il s'agira de donner les résultats concrets des actions qui ont été menées devant le tribunal en Suisse. Et c'est sûr pourquoi M. Claude Gourourou s'est invité sur notre plateau en ce jour. Suivez cette interview jusqu'au bout. Mais le temps pour nous de refermer la parenthèse du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. C'est clair que quand vous voyez un peu toutes les histoires comment il s'appelle, de Morel, je sais que ça vous fait rigoler parce que vous vous dites, mais attends, on est dans une propagande où on est en train de, quelque part, mettre en avant des choses qui n'en valent pas la peine, qui n'impactent pas forcément. Pour citer une personne qui disait sur un plateau, toutes ces actions menées par le président de l'Assemblée nationale n'impactent pas quelque part la population, c'est juste de la propagande. Parce que mettre en avant la discrimination en griffe, promouvoir des personnes handicapées, c'est le cas par rapport à Morel. C'est de la distraction pour certaines personnes. Qu'est-ce que vous, justement, ça vous fait lorsque vous voyez toutes ces campagnes où c'est du Morel? Nous sommes aujourd'hui jeudi 25 septembre 2025. Hier, mercredi 24 septembre 2025, pour reprendre les thèmes du président de l'Assemblée nationale, il a dit c'est lui qui est sorti dans le dos de Morel. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir tout ça? Moi, je pense que c'est un spectacle. C'est un spectacle... au vu de l'affaire dont je vous parle, et au vu de la responsabilité du président de l'Assemblée nationale, qui fait fi de la souffrance de milliers de personnes dont il détient aujourd'hui un moyen de réparation des préjudices subis. Parce que je vais revenir là-dessus tout à l'heure. On parle de l'indemnisation des personnes malades, des personnes empoisonnées. C'est quoi une indemnisation? Une indemnisation, c'est l'action d'indemniser. Mais indemniser, c'est quoi en réalité? Indemniser, c'est accorder une compensation financière à quelqu'un qui a subi un dommage. Vous comprenez? Petite parenthèse, il y a eu malheureusement des personnes qui sont décédées par rapport à cette affaire. Tout à fait. Qu'avant-hier, on me signalait le décès d'une personne qui a été victime des déchets toxiques, qui est décédée. Voilà. Et je sais qu'il y en a eu des milliers, oui. Voilà. C'était juste la petite parenthèse. C'est ça. Donc, l'indemnisation, c'est cela. Vous comprenez? Accorder une compensation financière à quelqu'un pour un dommage subi. Les gens ont été empoisonnés par une entreprise. Elles sont tombées malades. Certains, aujourd'hui, gardent les stigmates et les séquelles de cet empoisonnement-là. Lorsque tu as l'argent de ces personnes-là qui était destiné à cette compensation financière pour le dommage, donc pour se soigner, parce qu'elles sont tombées malades, et que tu jouis de cet argent, M. Adama Bictogo, et que tu te mets en spectacle, à chaque fois devant ce peuple-là, devant toutes ces personnes-là. Et j'ai l'impression que, je veux dire, c'est une humiliation même pour la Côte d'Ivoire, en fait. C'est très grave. Moi, je vous dis aujourd'hui, sur certaines instances internationales, quand je suis convoqué ou appelé pour des conférences, et quand j'évoque toutes ces questions-là, et quand on cite son nom, monsieur le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, et qu'aujourd'hui, les victimes n'ont pas cet argent, je veux dire, leurs droits sont violés à tous les niveaux. Et on le voit là en spectacle en train de danser avec, je veux n'importe qui à la mairie de Yopougon, parce que c'est une humiliation, c'est une moquerie pour le peuple. Moi, ça, c'est vraiment dommage. J'ai regardé avec beaucoup de, je ne vais pas dire d'amertume, mais beaucoup de déception ce qui se passe, parce que j'ai considéré que quand je vois, par exemple, aujourd'hui, M. Adama Bictogo, qui est nommé directeur de campagne chargé du Gore, l'Odibois, c'est ma région en plus, directeur de campagne de Alassane Ouattara pour le présidentiel 2025 et au tout. Mais je pense qu'on lancera aussi un message par rapport à cela. Et je pense que je m'adresserai aussi à mes parents du Gore. Non, mais l'actualité ne va pas échapper. Non, je viens. L'actualité ne va pas échapper. Je vais parler de... je vais toujours son acte de... Je vais parler d'inconscience pour ne pas manquer de respect personnel, c'est pas visé. Mais son acte de... si vous voulez... en termes simples, pour parler comme chez nous à Yopougon et tout, il s'en fout en fait de ce qu'on pourrait subir, mais en même temps, il veut diriger les gens. Et je ne suis pas sûr que c'est la bonne personne que Alassane Ouattara, président de la République, a choisi pour le Gore pour parler. Ça, c'est chez moi. Voilà, ça, c'est chez moi. Et nous allons prendre nos responsabilités aussi par rapport à cela. Parce que Adama Bictogo, comme j'ai dit, ce qu'on attend, et moi, personnellement, ce que j'attends, et ce que mes parents dans ma région attendent, ce n'est pas que celui-là aujourd'hui qui est à la base des méfaits, qui est aujourd'hui à la base de tous les déboires que je subis ou j'ai subis
en Côte d'Ivoire devant la justice, alors qu'il a détourné ces fonds-là, viennent se pavaner dans les villages de chez moi et pour parler d'une candidature, d'une campagne. Et je pense que ce n'est pas dirigé contre Alassane Ouattara, mais ça sera dirigé contre lui. Et je pense que nous allons nous rencontrer sur ce terrain-là pendant ces moments qui viendra certainement à Gagna pour parler des campagnes, parce qu'il trouvera des gens qui lui demanderont des comptes sur ma personne, mais sur l'argent des victimes. Et pour la suite, pour l'instant, c'est une parenthèse, mais je veux dire que ce spectacle-là et cette moquerie-là, elle ne durera pas. Et on espère qu'il va se ressaisir. Et qu'il va se ressaisir très, très rapidement. Et je profite pour inviter aussi le président Alassane Ouattara. Voilà. Il faut être... je ne vais rien apprendre au président Alassane Ouattara. Il a l'âge de mon père. Tout, mais quand on est chef d'État, je pense que on ne vous dit pas peut-être toute la vérité, mais si on ne vous a pas dit la vérité, moi, je vais dire au président de la République et je vais l'interpeller. Pour être cohérent et conséquent, il a démis Adama Bitoro du gouvernement ivoirien. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore donné l'argent des victimes pour lesquelles il a démis. Donc, il lui demande de restituer ses fonds. C'est la conséquence de la démission du gouvernement. Sinon, pourquoi on a enlevé Adama Bitoro dans le gouvernement? C'était juste une machination théâtrale, politique, ou c'était quoi? Voilà la question que nous, on se pose. Là, c'est une autre paire de manches. Là, on va aller dans le vif du sujet. Depuis 19 ans maintenant, vous battez pour les victimes des déchets toxiques. La dernière action que vous avez engagée, c'est devant le tribunal suisse. Et c'est ce pourquoi vous êtes là. Quelles sont les dernières résolutions sorties on va dire, de ces actions qui ont été menées devant le tribunal suisse? Merci Guillaume. Avant d'arriver au vif du sujet, je pense qu'il était important qu'on clarifie certains points et que les Ivoiriens et l'opinion nationale et internationale sachent il s'agit de quoi quand on parle d'action devant un tribunal international. D'abord, qui est concerné? Parce que beaucoup se plaignent de ce que tout ne sont pas prises en compte ou bien des victimes n'ont pas été aussi recensées. C'est quoi une victime en fait? Aujourd'hui, notre dossier est un dossier qui est lié à ce qu'on appelle une catastrophe humanitaire et écologique. Humanitaire et écologique veut parler d'environnement et des hommes. En août 2006, un bateau battant pavillon panamien est arrivé au bord de la lagune Brié, chez nous, dans notre capitale à Abidjan, et a déversé du poison là-bas. Et ce sont ces poisons-là, c'est-à-dire les résidus pétroliers de ce bateau, qui a été déversé un peu partout dans le district d'Abidjan. Donc, les habitants d'Abidjan ont respiré cela. Une fois que ça s'est produit, l'État a pu avoir une indemnisation. Le président Laurent Gbagbo a envoyé le ministre Agro et on a eu une indemnisation avec les pourparlers. Les dirigeants de Trafigura, notamment Claude Dauphin, le PDG Claude Dauphin, qui est un homme hyper puissant dans le monde, qui est connu, dont l'une des photos n'existe même pas quand vous allez sur Google parce qu'il est très discret, mais il s'est retrouvé à Abidjan comme par hasard. Et il a été mis aux arrêts. Et pour sa libération, un accord a été trouvé avec l'État. Trafigura, via le ministre Désiré Tagro, paix à son âme, 100 milliards. Dans la signature de cet accord entre l'État et Trafigura, le président Laurent Gbagbo n'a pas fermé la porte aux victimes en tant que personne privée de poursuivre encore Trafigura pour avoir d'autres réparations. Si l'État avait mis une clause dans sa convention pour définitivement tirer intérêt de cette affaire, on ne parlerait pas aujourd'hui d'association. Mais à côté de cela, le président Laurent Gbagbo encore, à travers la ministre Oshi Clotilde, a mis en place une cellule présidentielle chargée du suivi de la catastrophe écologique et humanitaire qui était l'affaire des Probokwala. Il octroie 40 millions aux associations. C'est fort donc de cette première mise à disposition des fonds que les associations s'organisent. Et nous engageons une action en Angleterre. Et la suite, nous obtenons 22 milliards. Ça, c'est privé. Mais qui est concerné? Je vous ai parlé du déversement. Et ça, il faut que ce soit clair pour tout le monde. La victime des déchets toxiques, c'est celle-là qui était à Abidjan, qui a inhalé ces fonds, qui a touché ces déchets-là, qui est tombée malade ou qui serait décédée. C'est elle qu'on appelle victime des déchets toxiques. Donc, c'est un thème, on ne va pas dire générique, mais c'est un thème général qui concerne tous ceux qui ont respiré. On pourrait dire comme ça, de façon absolue, que toute la ville d'Abidjan a été intoxiquée et empoisonnée. Maintenant, qui est victime, cliente à indemniser? La victime cliente à indemniser, ce sont ces personnes-là qui sont donc en action à Genève
et à Amsterdam. Ok. Ça veut dire quoi? Ce sont les personnes qui se sont déclarées auprès d'une association, donc de groupe de victimes, parce que tout le monde était intoxiqué, mais certains se sont organisés en association. Donc, toi qui as été malade, tu te déclares auprès de l'association. L'association ayant pris contact avec un groupe d'avocats, tu fais partie maintenant, je veux dire, des clients du cabinet qui intentent l'action en ton nom devant les tribunaux internationaux. Ok. Donc là, tu deviens victime cliente. Tu es différent maintenant de la victime simple qui, elle, là, a été victime, mais soit par méconnaissance ou ignorance, ou par négligence, ou par, je veux dire, par négligence, n'est pas allé se faire déclarer auprès d'une association ou n'a pas pris contact aussi avec un cabinet d'avocats. Donc, tu es une victime, mais tu n'es pas prise en compte. Donc, les victimes clientes, ce sont celles-là, membres d'une association et clientes du cabinet d'avocats en liaison ou en relation avec l'association. Comment ça se passe? Les processus, la procédure est très longue. Parce que ce dont vous parlez aujourd'hui, on parle de Genève, on parle d'Amsterdam, mais ce sont des procédures qui ont débuté depuis 2019. Certains Ivoiriens et certaines personnes se plaignent. Ceux qui se plaignent, il y a 3 catégories. Il y a des pseudo-intellectuels, il y a des personnes ordinaires qui ne savent rien du tout de cette affaire, et il y a des victimes. Les premières personnes, ce sont celles-là. Les vrais concernés, oui. Oui, donc les victimes, ce sont la 3e catégorie, parce qu'il y a 3 plaintes. Et je profite aujourd'hui pour clarifier les choses. Aujourd'hui, nous sommes là parce pour ça. Prenez votre temps. Je veux m'adresser aux paresseux de la nation. Parce que chez nous, je ne vais pas stigmatiser tous les Africains, mais certains Africains, ils ont de la paresse, à la fois intellectuelle, à la fois morale. C'est-à-dire qu'ils ne savent rien du tout. Mais dès que vous entreprenez quelque chose, vous organisez sur quelque chose, ils sont les premiers à venir, pas pour critiquer, mais pour venir vous jeter un certain discrédit sur ce que vous faites, okay, et vous censurer moralement. Ils vous censurent moralement, mais à dessein, pour vous détruire ce que vous faites. L'œuvre de votre esprit et l'œuvre de vos mains. Là où ils ne prennent jamais d'initiative. Ça, c'est le fort de certains Africains. Malheureusement, ça agit chez nous en Côte d'Ivoire. Quand vous parlez des déchets toxiques, tout de suite, les gens, ils s'en méfient, ils vont loin. Ils n'y croient même pas du tout. Dès qu'ils entendent qu'il y a de l'argent au bout, comme ça a été le cas pour les 22 milliards, vous allez voir des pseudo-intellectuels, parce qu'un intellectuel, c'est qui? Un intellectuel, c'est une personne qui a une certaine qualité, une certaine compétence, un certain niveau d'instruction. C'est-à-dire d'aller à l'école avec beaucoup de diplômes. Donc, il sait beaucoup de choses. Et il doit pouvoir être capable d'impacter le monde ou son environnement ou toute la société. Ça, c'est l'intellectuel. Mais je parlais de pseudo-intellectuels. Pourquoi? Quand il s'agit de recenser des gens qui sont tombés malades et lutter pour qu'ils aient une compensation financière en guise de réparation des préjudices, on ne les voit pas. Il n'y a aucun plateau télé, il n'y a aucune émission, il n'y a aucune tournée dans les quartiers, et ainsi de suite. Mais dès qu'on parle d'indemnisation, ils vont sortir avec leur grande toge pour venir expliquer qu'en réalité, on devait payer l'huile à ceci, on devait faire cela, on ne devait pas faire comme ça. Le processus a tellement duré, c'est de l'arnaque, c'est comme ça. Ce sont ceux-là, en fait. Mais pourtant, ça ne les intéressait même pas de venir au secours des personnes qui étaient malades. Là où nous, on se lève chaque matin et on fait le tour d'Abidjan pour pouvoir identifier, pour pouvoir écouter nos parents, pour pouvoir monter les dossiers. Vous comprenez? Avant que vous continuiez, si vous permettez, pour être justement considéré comme victime et pouvoir avoir droit à une indemnisation, il y a des dossiers qui sont constitués lorsqu'une victime vient vers vous. Bien sûr. Quels sont les documents qui sont demandés à une victime pour qu'elle soit prise en charge par votre association, de sorte à ce que sa voix soit portée devant les tribunaux? Merci. C'est une très bonne question. Et j'allais en arriver là tout à l'heure. Sur la plainte de la durée des procédures. J'allais arriver là tout à l'heure. Donc, il y a ce groupe d'intellectuels là qui se plaignent pour rien, mais ils sont incapables de prendre les devants des choses dès qu'une affaire commence. Il y a le deuxième groupe, comme je le disais tout à l'heure. Ça, ce sont les ignorants. Ils sont là, ils sont dans la ville, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Ils sont tout le temps en train de porter des critiques sur ce que nous faisons et nous discréditer à chaque fois. Ils ne savent même pas ce qu'on appelle une indemnisation. Ils ne savent même pas le propos qu'on allait venir quand en Côte d'Ivoire. Ils ne savent même pas combien de malades il y a eu. Vraiment, ils n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Et ensuite, il y a les victimes.
Certaines qui sont réellement malades, qui viennent, et d'autres qui sont malades, mais qui ont l'impression qu'on est dans un jeu de loterie. Parce qu'ils ont entendu que le président Laurent Gbagbo a eu 100 milliards, on a partagé aux gens. Ils ont entendu qu'on avait eu 22 milliards, on a donné 700 000. Donc, ils viennent se déclarer. Elles sont effectivement malades, ces personnes-là, parce qu'on les croit. Moi, je suis ivoirien. Si je suis en Côte d'Ivoire, si mes parents arrivent pour dire oui, j'ai inhalé le produit, en attendant de te faire un certificat médical, mais je te crois, parce qu'en réalité, le statut de victime, c'est sur déclaration. Voilà. Donc, il y a ces victimes-là, et qui ont l'impression que c'est un jeu de loterie, et qu'on prend un ticket de grattage, on gratte tout de suite, on a une indemnisation. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, je vais rassurer tout le monde pour dire que ce processus-là, il obéit à un cadre juridique, il obéit à un processus bien déterminé, très complexe, mais passionnant. Et je pense que c'est dedans que moi, je suis engagé depuis 19 ans et avec beaucoup de fierté. Avant de parler de ce processus voilà, complexe, les documents qui sont demandés, voilà. Parlant de complexité, je faisais référence aux documents. OK. Le poison, il est venu en Côte d'Ivoire. Il a été déversé. Et ceux qui ont été identifiés comme victimes par les experts de l'ONU, par les experts de l'ONU, par aussi le rapport du gouvernement ivoirien en son temps, c'est que toutes les personnes ont été intoxiquées par inhalation. Donc, elles ont respiré. Elles sont présentées dans les hôpitaux ou dans les cliniques. Donc, la première des choses déjà, c'est que quelqu'un qui a respiré ou qui est supposé avoir respiré se déclare auprès d'une association comme victime. Ça, c'est sur déclaration. Les premiers éléments donc, à produire, ce sont d'abord des preuves de ce que vous avez visité un centre de santé ou un établissement de santé, dans les ordonnances, certificats médicaux, ainsi de suite. Donc ça se fait ainsi. Il faut avoir à subir un premier traitement au fait d'avoir inhalé. Tout à fait. Okay. Donc avoir, si vous voulez, les éléments, les preuves attestant de ce que vous êtes allé dans un centre de santé. Okay. Ça, c'est la deuxième des choses. Après la déclaration. Troisième chose, c'est que dans ce processus-là, vu maintenant l'action des avocats, donc le volet judiciaire de la question, il va falloir attester tout ce que vous avez dit et tout ce que vous présentez comme dommage sur un document. Et cette documentation-là, ce document, on l'appelle le certificat médical judiciaire. Ce certificat médical judiciaire est établi par un médecin assermenté en Côte d'Ivoire qui est en exercice. Et ce certificat médical-là, il va falloir l'authentifier. Et ça s'authentifie avec un sticker de l'ordre des médecins. Vous passez donc devant ce médecin qui a signé un accord avec le cabinet d'avocats qui vous établit un certificat médical mettant en évidence le lien de causalité entre l'inhalation des déchets et les maladies que vous présentez ou les symptômes que vous déclarez pour attester que c'est dû à l'inhalation des déchets toxiques selon les composantes de ces déchets-là et selon les signes symptomatiques que vous présentez. C'est ce certificat médical que le médecin transmet donc aux avocats qui prêtent à eux maintenant et qui convertissent des explications juridiques en fonction du certificat médical et on rassemble donc tous ces dossiers avec un mandat que chaque victime signe. Donc, imaginez-vous, on a plus de 50 000, 100 000 personnes. Donc, chaque individu doit pouvoir présenter soit des ordonnances, chaque individu doit passer devant un médecin, chaque individu doit pouvoir signer ce qu'on appelle un mandat de représentation devant les avocats, chaque individu doit pouvoir signer donc ce qu'on appelle une procuration aux avocats, chaque individu doit... Je veux dire, c'est un ensemble de au moins 5 documents par individu. Les documents se présentent comment? Il y a les documents physiques, donc les papiers. Et tous ces papiers, il faut ensuite, après les numériser, c'est-à-dire les scanner. Ils sont remplis dans des cartons. Les avocats font des voyages entre Paris, Genève, Abidjan. Chaque 2 mois, 3 mois, pour pouvoir transporter avec les responsables d'associations, tels que moi et d'autres personnes. Et nous envoyons ces cartons devant au greffe du tribunal concerné par la question tribunal. Imaginez-vous, 100 000 personnes,
5 documents, on a 500 000 papiers présentés devant, au niveau du bureau du greffe. Justement, j'allais demander combien de personnes ont pu, en tout cas, réunir ces 5 documents à ce jour. Combien de personnes dont vous avez présenté les documents devant le tribunal à Genève? D'accord. Donc, non, nous avons présenté plus de 80 000 dossiers. OK. Donc, près de 80 000 personnes ont été recensées. 80 000 personnes. Et ces 80 000 personnes ont pu réunir les 5 documents. Personnes ont pu réunir les 5 documents. Ça s'est fait sur près de 5 ans, 6 ans. C'est un travail de longue haleine, forcément, ouais. Ceux qui ne comprennent pas, comme je dis, sont toujours prêts à nous porter ces critiques, mais pas ignorance, parce qu'ils ne savent rien et ils parlent de ce qu'ils ne savent même pas. Et ça, c'est ça, certains Ivoiriens. J'entends que votre responsabilité, elle est très importante dans cette affaire, d'autant plus que vous êtes le premier responsable. Et je comprends que la tâche a été très, très difficile. Je l'entends. Toujours est-il que vous êtes engagé là-dedans. Vous y êtes arrivé. Aujourd'hui, au moins, il y a des résultats. Tout à fait. Je comprends que chaque fois, vous dites, bon, j'ai du mal à comprendre que les gens ne puissent pas comprendre tous les efforts qu'on a fait. C'est clair, mais c'est une question d'engagement sociétal. Vous êtes engagé dans cette action. C'est pour ça que nous poursuivons. Et c'est clair qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été fournis, mais au moins, il y a des résultats probants. Et c'est là où nous en sommes. Donc, justement, vous avez donc recensé 80 000 personnes qui ont pu réunir chacune des personnes 5 documents constitutifs pour avoir un dossier. Donc, ça. 80 000 dossiers. Oui, pour être plus précis, il y a eu 86 000 dossiers qui ont été mis en place, transportés et déposés au greffe des tribunaux. Et ces 80 000 dossiers, ce n'est pas parce qu'il y a 86 000 dossiers qu'il y a 86 000 personnes dédommagées. Mais il y a 86 000 prétendues victimes à dédommager. La nuance, elle est là. Pourquoi je dis ça? La partie défenderesse, nous sommes la partie demanderesse, la partie défenderesse, donc Trafigura et autres, reçoit une copie de ces dossiers. Le tribunal reçoit une autre copie de ces dossiers. Ça nous fait combien? Ça fait 15 documents pour une seule personne, une seule victime. La partie défenderesse, donc ceux qu'on poursuit, à qui on réclame des dédommagements, vont aller étudier et analyser tous ces dossiers un par un, parce que le processus d'indemnisation, il n'est pas collectif, il est individuel. Dans le système français et suisse. Le système anglais, là-bas, il y a ce qu'on appelle la class action. La class action est un processus de demande de réparation prenant en compte un groupe de personnes qui peut être évalué à travers un échantillon. C'est-à-dire qu'il y a 100 000 personnes, on va en prendre peut-être 10 000 ou 5 000, on va étudier les dossiers et on suppose que tous les autres sont pris en compte. Ça, c'est la class action. Ça, c'est le système anglais. Le système français et suisse, l'indemnisation, il est individuel. D'où le fait que chaque dossier sera traité individuellement. Donc, ça prend des mois et des années, en fait. Et à travers les critères juridicaux, médicaux, on évalue et on établit qui est réellement victime ou qui a subi plus de préjudice pouvant être pris en compte pour une compensation financière, donc une indemnisation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est au finish de tout ce travail qu'il a établi 2 choses. Il a établi la liste des personnes qui ont passé le cap de victimes réellement à indemniser. Et ensuite, on arrive au 2e cap, qui est le cap de l'évaluation de la compensation, c'est-à-dire que le montant financier. Donc, on va aller étape par étape. Sur les 86 000 dossiers reçus, donc 86 000 personnes, combien de personnes ont été, on va dire, éligibles à l'indemnisation? Les personnes aujourd'hui qui ont été éligibles à l'indemnisation sont au nombre de 68 000. OK. 68 700. On est autour de 69 000. Pourquoi? Il y a diverses raisons. Parce que demain, quand on va annoncer cela, certainement qui ont établi les dossiers vont se sentir lésés, vont penser qu'il y a eu des choses qui ont été faites. Vous me donnez donc l'occasion de clarifier cela. Il y a des critères. Mais cela n'est pas de votre ressort. Moi, je ne sais pas pour vous dédouaner, mais lorsque vous expliquez le processus, vous présentez les dossiers. Les avocats de Trafigura vont analyser aussi les dossiers. Vont dire, bon... Le juge même va analyser aussi les dossiers. Nous, on estime que ceux-là vraiment ont été vraiment victimes. Il n'y a pas suffisamment de preuves. Ont été véritablement impactés par les déchets toxiques.
Et aussi, il y a des dossiers où ils trouveront que par rapport à tout ce qui a été présenté comme document, ces personnes-là n'ont pas besoin d'être indemnisées. Donc ça, j'estime que c'est pas de votre ressort. Donc là-dessus, je pense que le procès serait incongru, en tout cas, de vous intenter cela. Donc moi, je pense que c'est vrai que vous voulez vous expliquer parce qu'il y a tellement de oui, il y a beaucoup de choses qui se disent, oui, et tout à fait. je comprends quand je vois votre manière d'expliquer. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup assis sur les commentaires suite à votre première sortie. Parce que vous profitez aussi pour, non, oui, mais pour répondre à toutes ces personnes, pour montrer patte blanche. J'entends bien. C'est important de rassurer l'opinion. On ne pourra jamais faire l'unanimité. Ça, c'est chacun va faire son commentaire. Les actions concrètes qui ont été menées, moi, je veux des résultats probants. Et c'est mieux d'aller sur ça. Nous allons y arriver. Voilà. Donc, nous allons sur les 86 000 dossiers présentés, il y a eu près de 69 000 personnes qui ont été prises en compte. C'est ça. Voilà. Il y a eu 69 000 sur les 86 000 pour diverses raisons. Okay. Déjà, ce que je vais dire, et je voulais rajouter, c'est que il y a des personnes, par exemple, qui ont eu des dossiers où des mineurs ont été déclarés. On peut être mineur et être aussi. Mais l'affaire a commencé en 2019. Et si vous voyez 2019, les 18 aussi sont arrivés en 2006 ici. Donc on a 13 ans. 13 ans. On pourrait considérer que la dépollution n'a pas été totale en Côte d'Ivoire. Et donc on peut être mineur et avoir été intoxiqué après, pour diverses raisons. Parce que, comme je l'expliquais, les sols et nos terres et tout, on n'a jamais eu un rapport définitif sur le processus de dépollution de notre pays. Figurez-vous que c'est seulement en février 2018 que le Premier ministre Feu Gon Coulibaly avait reçu en son cabinet à la primature un groupe d'experts de l'ONU et d'une société française qui avait parlé de dépollution. Donc, pour quelque chose qu'on a déversé en 2006, lorsqu'on a des experts qui parlent de dépollution en 2018, vous êtes tout à fait d'accord que pendant 12 ans, les gens ont continué à être intoxiqués. Donc, il y avait ce volet-là, mais c'était relativement très difficile à prouver. Donc, il y a eu beaucoup de mineurs qui ont été extraits sur la base juridique dans ce dossier. Il y a eu aussi des personnes qui, certainement, n'ont pas suffisamment d'éléments de preuve en termes de préjudice subi, donc en termes de signes, de maladies qui étaient récurrentes ou qui ont duré tout ce temps. Bref, mais c'était dans un cadre vraiment que le tri s'est fait et il y a 69 000. 69 000, on se retrouve autour de 80% à 85% de ce que nous attendions. Donc, je pense que déjà, ça, c'était... on aurait souhaité que tout le monde soit parmi les dossiers qui sont en chose. Bah, c'est pas vous qui avez monté le dossier. Il y a un travail, voilà, il y a un travail qui a été, un travail qui a été fait. Voilà, chacun envoie ses documents. Toujours est-il qu'il y a 69 000 dossiers qui ont été retenus et ces 69 000 personnes seront donc indemnisées. Voilà. Là-dessus, aujourd'hui, où vous en êtes par rapport à cette indemnisation pour ces 69 000 personnes? Oui, comme je dis, c'est posé comme ça, c'est un processus. Là-dessus, c'est vrai, on entend des chiffres, mais je pense que nous avons, comme le disait quelqu'un, en conformité avec les avocats, c'est une action privée. C'est une action privée. Tout ce que j'explique, c'est le processus pour arriver à un point définitif qui est la compensation financière, donc l'indemnisation. Après cet aspect-là, ça se passe entre les avocats, les organisations, donc ONG ou associations, et les victimes. C'est pour cela que nous allons donc inviter les victimes parce que d'aller directement sur un site dédié à cet effet-là, les concernant. Ils pourront voir sur la page Facebook de la CNVDT, qui est l'organisation que nous dirigeons, CNVDT Côte d'Ivoire, un site qui sera disponible une plateforme. Voilà, on connaît plus le terme site, mais une plateforme qui sera mise à la disposition de seulement les concernés, les victimes, où ils iront avoir le mot des avocats et avoir la suite du processus concernant typiquement l'aspect financier. Et quand on parle d'argent, vous savez ce que ça suscite. La sécurité, l'impact politique, plein de choses. Et donc, on ne donnera pas de chiffres là, aujourd'hui. Ce que nous savons, qui est de notoriété, c'est que nos avocats, dans la plaidoirie, dans la requête en faveur des victimes, ont demandé
près de 30 000 francs suisses. Ça, c'est de notoriété. C'est public. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on attend 10 000 francs suisses, 10 000 francs suisses qui fait 10 700 euros et autour. Ce sont des choses qu'on attend. Mais j'invite les victimes à aller sur cette plateforme-là. C'est entre elles, les avocats et les organisations. Elles auront tous les détails concernant cette décision, elle a été rendue. Est-ce qu'elle est effective, cette décision d'indemnisation? Est-ce qu'elle est effective? Parce que vous nous aviez parlé de la date du 22 août, où il devait avoir une décision. Est-ce que cette décision a été rendue le 22 août? Est-ce qu'elle est effective? Est-ce que c'est cette décision que les personnes qui ont été indemnisées vont retrouver sur la plateforme en question? Ou il faudra encore attendre? C'est une information qu'elles vont retrouver. Ce n'est pas la décision, comme je dis. La décision, c'est à disposition des avocats et c'est l'explication de la décision qu'elles vont retrouver. C'est, par exemple, les numéros de compte qu'elles avaient, qu'elles vont retrouver. C'est la liste des personnes qu'elles vont retrouver, cette plateforme-là. Et, comme je l'ai dit, là-bas, elles auront, par exemple, tout sur l'argent, c'est-à-dire que la compensation financière. Par personne ou la compensation globale? Par personne. OK. Par personne. Donc elles auront ça. On va faire donc déjà, qui est concerné par les 69 000? Tout à fait. C'est sur cette plateforme-là. OK. Qui a son compte bancaire? Parce que ce que j'oubliais de vous dire, les victimes ont ouvert des comptes bancaires dans le processus. OK. Donc, chacun a un RIB aujourd'hui. Mais pour éviter tout ce qui s'est passé comme ça avec les Adama Bitogo et autour, ce n'est pas de l'argent qui sera mis ou qui est mis sur un compte de M. Gourou ou d'une organisation. Non. Les victimes auront leur indemnité directement affectée sur leur compte bancaire. Directement. Et donc, tout va se passer, je veux dire, en ligne. C'est les conséquences des expériences que nous avons connues, mais aussi le contexte aussi en ce moment dans notre pays. Mais de trois, c'est que les victimes, elles sont en mouvement. C'est des personnes malades, mais elles ne sont pas dans un village ou dans un campement ou dans une cité ou enfermées. Donc, il y a une dynamique de vie au-delà à côté des victimes. Et puis, elles sont à New York, d'autres peuvent se retrouver à Ouagadougou, d'autres se retrouvent en Chine, ainsi de suite. Donc, le processus de mettre tout ça aujourd'hui en ligne, où elles sont en direct avec les informations et avec la suite du procédé, a été décidé avec les avocats, mais c'est salutaire. De sorte que tu peux être une victime, tu es à Paris, à travers cette plateforme. Si tu remplis, comme il a dit, quand vous allez voir tout ce qui s'est passé sur cette plateforbre-là, tout ce dont vous avez droit, vous avez droit à ça. Pour faire simple, on va faire juste un petit tuto. Moi, je suis victime. J'ai envoyé un dossier à l'association dirigée par M. Claude Gourou. Avec les avocats. Depuis des années, je suis en attente d'une réponse. C'est ça. La plateforme en question dont vous parlez, qui sera sur le site de l'association, ce lien-là, il sera publié quand? Il sera publié le vendredi, c'est-à-dire vendredi demain, à partir de 12h. Vendredi 26 septembre à 12h00. À 12h00. C'est là que ce lien. Donc, moi, en tant que victime, lorsque je vais sur le site, sur votre page Facebook, je clique sur le lien. Une fois que je clique sur ce lien, est-ce qu'il y a un code? Comment ça se fait? Est-ce qu'on peut avoir une idée de comment est-ce que tout cela va se passer? Ou bien une personne lambda peut cliquer sur le lien et aller avoir des informations? Comment ça se fait? Non, c'est... lorsque vous avez le lien, c'est vrai aussi que, comme j'ai dit, pour les questions de sécurité, parce que ce n'est pas tout le monde qui est considéré, on ne va pas rentrer dans ce deux détails, mais les victimes, elles seront aussi informées par des relais, ce qu'on appelle des représentants là-bas. Mais vous allez sur ce lien-là, cette plateforme, et vous rentrez dans cette plateforme. Avec un identifiant, avec un code? Vous rentrez avec... Dans tous les cas, elles ont eu des documents avec elles. OK. Donc, elles iront, et dès qu'elles cliqueront là-dessus, il y a des demandes qu'on va les faire, qu'on ne pourra pas rendre publiques ici. Si tu as été victime, dès que vous rentrez sur la plateforme, on vous posera des questions, vous allez savoir, et c'est avec ces réponses-là que vous avez accès à la suite de la plateforme. Pour éviter les questions de piraterie, puisque je vous ai parlé tout à l'heure des comptes bancaires, des identités des concernés, des numéros de téléphone des concernés. On ne peut pas mettre à disposition comme ça de tout le monde. Quand vous êtes victime, vous avez... un numéro, par exemple, qui vous identifie, certainement. Qui vous identifie, du numéro de mandat des avocats. Vous avez des cartes, je veux dire, où il y a des matricules. Vous avez un numéro de téléphone que vous avez donné au moment de la constitution de votre dossier. Tout ça, ça a été répertorié, authentifié, consolidé. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui permettront d'avoir accès à la suite.
Et comme j'ai dit pour les questions de sécurité, puisqu'il s'agit de l'indemnité donc des gens, on va pas, J'entends que ces actions on va pas détailler. J'entends que ces actions seront individuelles. Tout à fait. Mais tout de même, pour ceux qui s'intéressent à ce dossier, et je sais qu'ils sont des millions ceux qui s'intéressent à ce dossier ne sont pas concernés par la plateforme. Non, seulement les victimes sont concernées par cette plateforme. J'entends. Okay. C'est pour ça, en fait, je veux que vous donnez tout de même cette information à tous ceux qui seront intéressés par ce dossier. De savoir, par exemple, que ces personnes, au moins, on va leur donner une information. Tout à fait. Les informations sont à destination des victimes qui sont indemnisées. Merci. Ça, je l'entends super bien. Mais juste, c'est vrai que moi, je n'aurai pas accès, d'autant plus que je n'aurai pas un identifiant. Mais je veux quand même savoir qu'est-ce que les personnes qui sont les victimes là vont découvrir comme information lorsqu'elles vont rentrer leurs identifiants. Oui, mais à partir de ce moment, dès qu'elles le savent là sur le plateau, c'est toute l'opinion qui sait ce qu'elles vont découvrir. Vous comprenez ce que je veux dire? Puisque les informations sont confidentielles. Voilà. Elles vont découvrir, par exemple, l'adresse des avocats destinés aux victimes elles-mêmes directement. L'adresse, c'est un condensé, c'est un résumé du processus et des acquis de la procédure. C'est-à-dire la décision qui a été rendue. Merci. Donc, cette décision-là sera, donc, lorsque ces personnes vont rentrer les identifiants, par exemple, dans la décision rendue, on verra, par exemple, le montant, on verra, déjà, est-ce qu'ils verront le montant? Est-ce que ces personnes verront le montant, du moins? Elles auront une idée du montant. Elles auront une idée. Ben, est-ce qu'elles sauront, quand est-ce que ces montants seront disponibles sur leur compte? Elles vont aller sur le site, elles verront bien. OK. C'est vrai que là, on est un peu dans un schmilblick quelque part. Mais tout de même, ça fait des années que vous menez ces actions. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous êtes quand même à la fin d'un processus? Aujourd'hui, on peut dire que nous sommes à la fin d'un processus. Comme j'ai dit, la fin du processus, c'est arriver à l'indemnité des personnes. C'est arriver à la reconnaissance des trafiquants pour le mal qu'ils ont commis en Côte d'Ivoire. C'est arriver, par exemple, à la prise en compte de tous nos démarches en termes de requêtes. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'aspect financier. Nous avions, par exemple, demandé la constitution d'un centre spécialisé pour la prise en charge des personnes qui sont tombées malades depuis des années pour qu'un contrôle épidémiologique soit fait sur eux. Parce qu'on a respiré, mais on ne sait pas d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans ce qu'on peut avoir comme maladie plus tard. Donc, il y a tout ça dedans. Aujourd'hui, on a une décision, ce qu'on appelle une décision conservatoire par rapport aux victimes. On a aujourd'hui ce qu'on appelle il y a eu des audiences Lorsque vous parlez de décision conservatoire, là, ça m'interpelle. Oui. Est-ce que les avocats de la partie adverse, est-ce que cette décision qui a été rendue dans un premier temps, puisque les conservatoires, est-ce qu'ils vont interjeter cette décision? Est-ce qu'ils vont aller contre ça pour aller en appel, par exemple? Non, ce que je dis à vous, devez savoir, c'est que l'affaire se déroule où? L'affaire se déroule devant le tribunal de conciliation de Genève, dans les cantons de Genève. À partir de cette dénomination, comprenez que ce sont des affaires qui font l'objet de discussions de conciliation, c'est-à-dire d'entente, d'accord. Elles ne sont pas susceptibles d'appel, ce genre de décision? Mais puisque vous accordez, c'est ce que dit. OK. Voilà, donc l'accord est déjà acté, c'est juste, on est dans un conciliabule. Voilà, on est dans un conciliabule. Et comme je l'ai dit, des voix plus autorisées parleront, je veux dire, après moi déjà. Voilà, parleront après moi déjà. Donc, ici, c'est une conciliation. Il y a des confrontations, des discussions, des échanges qui se font sous l'arbitrage du président du tribunal de conciliation. Ce sont les parties, en fait, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un accord et c'est homologué par le tribunal. Et après, maintenant, c'est promulgué, c'est diffusé, ainsi de suite. Vous comprenez? Sur l'aspect technique. Donc, on est à la phase, la promulgation a été faite. Là, on est à la phase de diffusion de l'information suite à la conciliation. Suite à la conciliation, qui est elle-même faite par les avocats directement, parce que ce sont les clients, ce sont les avocats des victimes. Parce qu'on est membre de l'association, mais on n'est pas client de l'association. Et ce qui les lie, parce que l'association, son rôle, c'est quoi? L'association, c'est un rôle d'assistanat et d'un rôle d'accompagnement. Et les avocats et les victimes ont un rôle de client à avocat. C'est pour ça que vous voyez que j'ai un peu de retenue sur certains aspects techniques. Non, je vais vous expliquer. Okay, je vais vous expliquer. Sur certains aspects techniques qui vont faire l'objet de plus de détails par l'avocat du client. C'est différent. Dans notre mission d'accompagnement et dans notre mission d'assistanat,
Nous communiquons donc des informations d'ordre général permettant aux victimes de garantir leurs droits par rapport au travail qui a été fait par les avocats. Mais comme je disais, les avocats vont les transmettre ce qu'il y a fait de façon, je ne vais pas dire secrète, mais de façon confidentielle et discrète entre elles. Et c'est à travers la plateforme qui sera mise à disposition le vendredi. Vous comprenez? Donc voilà ce que j'ai voulu le vendredi 26 septembre. Le vendredi 26 septembre. Monsieur Gourou, moi j'entends bien ce que vous êtes en train de dire. Et c'est vrai que si aujourd'hui vous êtes sur notre plateau, c'est parce que vous avez eu des résultats probants. Tout à fait. Je voudrais déjà vous en féliciter. Tout à fait. Mais ce que les victimes attendent aujourd'hui, c'est de savoir quand est-ce que concrètement ils vont enfin entrer en possession de leur indemnité. Parce que ces victimes attendent ça depuis des années. Les procédures ont été longues. Non, les procédures ont été longues. Le depuis des années, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Non, j'entends. Là, maintenant, aujourd'hui, vous avez une information cruciale. C'est ça. C'est que ces personnes qui ont été donc éligibles à l'indemnisation vont avoir un lien sur la page Facebook de l'association pour pouvoir entrer leurs identifiants et avoir tous ces résultats. Mais à la suite de toutes ces actions, est-ce qu'on peut garantir ici sur le plateau que à la suite de cette diffusion de ces informations, dans les jours à venir, ou est-ce que instantanément ces personnes pourront se dire, parce qu'on aura des retours de certaines victimes, parce que je sais qu'elles vont suivre cette interview, ces victimes-là, il y a certains qui vont peut-être, et je vous invite à faire des commentaires après sous les vidéos pour dire, bon, moi j'y ai été, voilà ce que j'ai eu comme information. Est-ce qu'on pourrait ressortir comme information que d'autres diront tout de même, on a reçu notre indemnisation ou bien on recevra notre indemnisation sur notre compte à partir de telle date? Est-ce que vous, quand même, en exclu, vous pouvez donner quand même des indices dans ce sens? D'accord, merci. Sur ce point, comme j'ai dit, qu'ils aillent sur la plateforme, ils auront tous les détails là-bas. Puis sur cette forme, c'est-à-dire que demain ou après-demain, on reçoit des indemnisations, c'est l'une des prérogatives des avocats. Moi, ce que je peux vous dire, je peux vous rassurer qu'ils aillent sur cette plateforme-là, ils auront toutes les informations qui vont avec. Nous avons un canal où nous allons nous parler avec les victimes et je pense qu'elles auront le détail dont vous parlez. Ce n'est pas une garantie de dire le lundi prochain, le mardi prochain, il y aura ceci. Parce que le processus même de dédommagement, le processus même d'indemnisation va découler sur ce qu'on appelle la consolidation même de la victime retenue. Pourquoi j'ai dit ça? Si aujourd'hui, par exemple, les 60 000 personnes, 69 000 personnes sont identifiées, vous comprenez? Et qu'on vous dit, le mercredi, on paye tout le monde. C'est pour que M. Goïbi, vous êtes parmi les victimes. Vous n'avez même pas un numéro de compte. Vous serez le premier à crier que mais le mercredi est passé, je n'ai pas reçu. Mais arrêtez, vous n'avez pas de RIB, vous n'avez pas de compte. Je veux dire, même l'indemnisation obéit à un certain nombre de conditionnalités. C'est pour ça que la prudence se fait sur ce qu'on est en train de dire. Ceux, par exemple, qui auront tous les identifiants, qui auront leur numéro de téléphone, qui auront des RIB, qui auront ainsi de suite et tout, vous voyez qu'ils tombent tout de suite dans les conditions d'obtention d'une indemnité. À partir de cet instant, le reste, ça se fait de façon technique. Est-ce que déjà sur le processus général, on s'est entendu? Qui est concerné? Qui remplit donc les conditions? Et le reste, ça vient de soi. Voilà, mais on ne s'aventure pas, je veux dire, comme je dis là sur le plateau, là, pour des questions de confidentialité avec les victimes, parce que même ce que vous me dites, d'autres victimes pourraient me reprocher. Président, mais attends, on s'est battu, on n'a jamais allé parler à la télévision ou bien sur des chaînes de télé, tout c'est où l'argent vient totalement parler sur les chaînes de télé, ou bien c'est où on dit que bientôt... Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça, il y a beaucoup de choses comme ça, c'est pour ça qu'on prend assez de gants pour sécuriser le processus, parce que nous sommes dans un... Retenons que nous sommes dans un processus. Non, voilà. Moi, je respecte, et le processus où nous sommes aujourd'hui, il est très crucial, il est fondamental. Ça, je vous le dis. Je pourrais vous faire l'exposé de tout ce qui a été fait, mais vous ne pouvez pas imaginer le travail qui a été abattu. Non, ça, je Et ce n'est pas chose aisée. Et déjà, quand on voit la durée, forcément, il y a eu tout un travail qui a été fait derrière. Ça, je l'entends super bien. Mais si on doit retenir quelque chose sur ce dossier aujourd'hui, moi, je ne vais pas le résumer, mais je préfère vous laisser, en tout cas, le soin de résumer. Depuis toutes ces années, vous avez entamé toutes ces démarches. Qu'est-ce qu'on doit retenir à l'étape d'aujourd'hui, avant la diffusion demain de la plateforme sur laquelle les éventuels indemnisés vont pouvoir retrouver des informations? Qu'est-ce qu'on doit retenir à ce jour où nous sommes le jeudi 25 septembre 2025?
5. Ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que les victimes, la procédure des victimes, donc je voulais parler aussi d'Amsterdam, hein, j'ai oublié, mais on va revenir. Non, il n'y a aucun souci. On va revenir sur Amsterdam. J'allais y arriver parce que là, on parle du tribunal de Genève. Il y a une autre action qui est engagée aussi au niveau d'Amsterdam. On va en parler. On a encore un quart d'heure ensemble. Donc, on va en parler forcément. Là, par rapport à Genève, qu'est-ce qu'on doit retenir avant d'aborder Ce qu'on doit retenir, c'est que tout est mis en œuvre pour les victimes pour qu'elles puissent avoir leur indemnité dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, il a été mis à disposition dans les meilleures conditions, pas dans les meilleurs délais. Dans les meilleures conditions et meilleurs délais. OK. Parce que qui parle des conditions qui sont bonnes, parle aussi d'efficacité, de rapidité de la suite. C'est cela. Donc, ces meilleures conditions, aujourd'hui, il faut retenir que ces victimes-là n'auront plus le temps de 3 mois, 6 mois, sans savoir où ils en sont sur leur indemnité, sur les actions au plan judiciaire. Il est mis à leur disposition, comme j'ai dit, une plateforme interactive entre les avocats et eux pour les dédommagements. Il est mis en place un outil, je veux dire, d'indemnisation des temps modernes, comme je dis, qui va se passer en ligne. Il est mis à leur disposition le développement et les résultats qui ont été acquis devant les tribunaux de Genève et la suite du processus désormais à portée de main. Voilà ce qu'on doit retenir. Et je crois que, comme je l'ai dit, à travers cette grande évolution-là, suite aux décisions qui ont été prises là-bas et qui sont faites là-bas, les victimes seront en tout cas très heureuses de voir l'évolution de leur dossier et de voir où elles en sont et de façon directe avec les avocats, parce que notre rôle, c'est pas ça aussi. Je voulais vous signaler que entre les avocats et le tribunal, nous avons un grand rôle. Nous avons beaucoup de contraintes en tant qu'accompagnateurs de ne même pas interférer dans comment les victimes vont percevoir, ce qu'elles vont percevoir, tout en tant qu'association. Notre rôle se limite juste à ce que nous sommes en train de faire ce matin pour partager cette information avec elles. Pour le reste, les avocats et les tribunaux les parleront sur cette plateforme-là à partir de demain, 12h. Voilà. Vous avez parlé tout de même des chiffres, hein, vous avez avancé des chiffres. 20 000 Suisses, 20 000 francs. Oh non, 30 000 francs suisses. 30 000 francs suisses, ça fait combien d'euros? 30 000 francs suisses, on a autour de 20 millions de francs CFA. 20 millions de francs CFA. Vous avez 30 000 francs suisses réclamés. Par personne. Par personne, par les avocats. Pas 30 000 francs suisses obtenus. C'est ce que j'allais dire. Il faut faire la nuance. Non, j'entends. Les avocats ont réclamé par victime 20 millions de francs CFA. Tout fait, 30 000 francs suisses. À ce jour, non, moi je préfère en parler en CFA parce qu'on va s'adresser à des Ivoiriens pour la plupart. La monnaie locale, c'est le CFA. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir quand même une once d'idée de savoir, sur les 20 millions de francs CFA réclamés, ces victimes auront quand même à peu près combien comme montant? Est-ce qu'on peut avoir une idée? Est-ce que ça c'est possible d'avoir cette information sur le plateau? Mais elles auront cette information-là par le relais des représentants et sur la plateforme. Oui, mais est-ce qu'on peut avoir quand même une idée? Vous avez réclamé 20 millions de francs CFA par personne. C'est supposé. Non, j'explique d'abord. Il faut que les choses soient bien claires sur ce que nous sommes en train de dire. Ce n'est pas par méconnaissance qu'on ne s'explique pas. Ce n'est pas par méconnaissance de ce montant-là? Voilà, qu'on ne s'explique pas. OK. C'est pour respecter l'esprit de la confidentialité et de notre rôle en tant qu'accompagnateur et assistant des personnes. C'est les avocats donc, qui sont en mesure de dire ce que vous me demandez de dire. Et comme je dis, ce n'est pas parce que vous comprenez ce que je veux dire. J'entends bien. Donc, les avocats ont demandé 20 millions de francs CFA par personne. C'est que ces avocats ont pu obtenir. Chaque personne indemnisée saura le montant lorsqu'elle va se connecter à la plateforme. Et les avocats pourront leur parler. Et les représentants aussi pourront leur parler. Parce qu'il y a des relais à Abidjan qui représentent donc et l'organisation et aussi les avocats. Donc, ils pourront leur parler. Parce que c'est lié directement aux victimes. Comme je dis, c'est vraiment pas pour le grand public. Est-ce que le montant, est-ce que c'est un montant qui est donc unitaire, c'est-à-dire par personne? Oui, par personne. Vous savez, moi, c'est vrai que une personne X pourrait avoir 5 millions et une personne Y 3 millions, ou toutes les personnes seront logées à la même enseigne? Non, c'est que toutes les personnes seront logées à la même enseigne. Dans cette procédure, toutes les personnes seront logées à la même enseigne. Donc, c'est vrai que Y aura 5 millions de francs CFA. 5 millions de francs CFA. Il y a eu aussi, par exemple,
quelques fuites. Certains ont parlé entre 5 000 francs suisses et 10 000 francs suisses. Ce que j'ai pu dire, c'est que ces montants-là ne sont pas forcément, je veux dire, mais pourquoi le montant ne se dit pas comme ça? Je vais vous dire aujourd'hui ce qui se passe. Dans la demande de la compensation financière, chaque victime, par exemple, a signé une convention avec les avocats, même avec les organisations, où elle s'accorde à mettre à disposition, je veux dire, un pourcentage auprès des avocats et des organisations. Pourquoi? Parce que dans la mise en place de ce processus de demande d'indemnité, à aucun moment, les avocats ont reçu le paiement des honoraires. Donc, toutes ces années, elles travaillent sans honoraires, sans financement. C'est bien de le préciser. Je le précise. Parce que même si vous me posez la question, quand je vais dire par exemple que chaque victime a droit à 6 millions et que par exemple les gens reçoivent sur leur compte 5 millions ou 4 millions 5, on serait aujourd'hui, encore on va se retrouver devant les tribunaux pour dire oui, mais on a annoncé sur une chaîne de télé que c'était 6 millions. Pourquoi les gens ont perçu 4 millions, 5 millions? Mais pourtant, elles savent, ces victimes-là. C'est pourquoi je ne parle pas pour le grand public. Parce que ceux que j'ai appelés les faux pseudo-intellectuels, là, viendront encore pour nous faire encore la morale, nous faire la police et nous faire encore les procès de ce qu'ils ne savent même pas. Mais parce que quand on commence ce processus, il faut intégrer tout ce qui a été fait par les victimes. Vous comprenez? Il y a les honoraires des avocats, il y a ceci. Donc, quand on enlève tout ça, on a le montant définitif. C'est pour ça que j'ai dit que ce qui se fait en termes de montant, c'est les victimes et les avocats, ils savent. Les victimes, elles savent. Vous comprenez? Donc, si on annonce des choses comme ça aujourd'hui en public, les gens ne comprendront pas. Après, ce que les gens ont obtenu. On dit, mais Gourou a dit qu'on va payer les gens à 10 millions, mais pourquoi les gens reçoivent 8 millions? Mais les gens, elles savent pourquoi ils ont reçu 8 millions. Je comprends votre besoin de clarté. Je comprends votre besoin de clarté parce que vous êtes souvent tellement bâché dans les commentaires aujourd'hui, vous voulez montrer patte blanche à toute la nation, à tous ceux qui vont sur cette interview. Parce que je vais terminer par là, et si vous voulez, c'est très important. Okay. Vous comprenez? Les organisations, elles sont autofinancées elles-mêmes. Elles sont autofinancées elles-mêmes. Une organisation vit de quoi en réalité? Nous, on n'a pas de subvention de l'État. On n'a pas aussi d'assurance des banques qui financent cette action. Ce sont par les cotisations, par les dons et par les legs que ça fonctionne. Vous comprenez? Et c'est ce qui a été fait durant toutes ces années-là. Et à aucun moment, des honoraires ont été payés. Et si vous pouvez imaginer des billets d'avion, moi, en 5 ans, je suis aujourd'hui à près de 72 voyages. Pour ne pas dire, oui, 76 voyages entre Abidjan, Genève, Paris. Pendant les 5 ans. Faites le ratio par an. Combien de fois on s'est déplacé? Hôtel, transport, les avocats eux-mêmes qui sont entre Paris, Marrakech et Genève, et les avocats sur place, c'est un ensemble de beaucoup de choses. Toujours est-il que ce processus-là, il est aujourd'hui en train d'aller au terme et nous nous en félicitons. Et je crois qu'on est en train de créer des conditions pour qu'on ne réalise pas ce que nous avons subi il y a quelques années. Et c'est ce qui est le plus important. Et donc, moi, je peux dire que nous sommes dans un processus aujourd'hui qui est en train de démontrer que nous n'avons pas eu tort de défendre l'intérêt de nos parents de façon digne et aller jusqu'au bout de la procédure. C'est le même cas aussi à Amsterdam, où des choses sont mises en place aujourd'hui à Amsterdam, où des choses sont mises en place. Où vous en êtes avec cette procédure à Amsterdam? À Amsterdam, il y a eu un jugement condamnant Trafigura. Là-bas, ce n'est pas une conciliation, c'est un procès jusqu'à la Cour suprême. Et là, il y a une décision condamnant Trafigura. Et je pense qu'une autre fois, j'aurai le temps de détailler sur la question de Amsterdam, où même on est en conflit avec certains avocats là-bas sur le montant d'indemnité, parce que là-bas, c'est un montant global d'indemnité. C'est différent, par exemple, de Genève, où le montant il est individuel. Voilà, ce n'est pas un montant général. Voilà ce que je pouvais expliquer sur la question d'Amsterdam. J'aurai l'occasion, une fois encore, de revenir grâce à actupeople.net et sur la page Facebook CNVDT Côte d'Ivoire des victimes pour pouvoir étayer toutes les informations concernant Amsterdam. En tout cas, moi, je suis très heureux parce que je pense qu'on a passé tous les sujets en revue par rapport à cet épisode. Et vous avez dû remarquer, hein, ce sera vraiment quelque chose de très épisodique. On va aller crescendo. Aujourd'hui, vous avez toutes les informations par rapport aux actions qui ont été menées devant le tribunal de Genève. Le président Claude Gourou, président des victimes des déchets toxiques, vous invite donc à vous connecter tous, à vous connecter sur la page Facebook de l'association CNVDT Côte d'Ivoire. Donc, voilà, ce vendredi 26 septembre,
2025 pour avoir toutes les informations, en tout cas pour les personnes qui ont déposé leur dossier, pour les personnes qui ont été éligibles, pour ces personnes-là qui auront des identifiants, pour avoir toutes les informations inhérentes, en tout cas à leur indemnisation, si elles sont donc éligibles. Moi, je voudrais vous dire merci, surtout de choisir ActuPeople.net pour faire passer toutes ces informations. Un dernier mot, rapidement, pour conclure. Aujourd'hui, on a essentiellement parlé de ce sujet et je m'en réjouis parce que c'était surtout ça. C'est ce pourquoi nous avons pris ce rendez-vous. Un dernier mot pour mettre fin à cette interview. Je voulais d'abord remercier encore ActuPeople.net et puis remercier toutes ces personnes-là, surtout les victimes, mais les vraies victimes. Les vraies victimes pour la confiance et leur dire que cette cause-là, elle en vaut la peine. Des personnes ont été meurtries et elles continuent de souffrir. On ne le dit pas assez parce qu'on ne le regarde pas assez. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui ont encore des stigmates et qui ont encore des séquelles de la respiration ou les conséquences de la respiration de ces produits-là que Trafigura a envoyés dans notre pays. Ces personnes-là méritent d'être soignées, elles méritent qu'on sauve leur vie. Et pour celles aussi qui n'ont pas encore l'indemnité, nous espérons que au bout de ce processus-là, les dommages subis seront réparés par les dédommagements. Nous tenons bon et nous allons nous mettre toujours à disposition de nos parents pour aller jusqu'au bout de ce dans quoi nous sommes inscrits devant l'histoire, la défense des intérêts des victimes des déchets toxiques. Et c'est avec beaucoup de fierté que je porte donc ce combat-là, ici en Europe et aussi en Côte d'Ivoire. Et je voulais donc appeler tout le monde à la sérénité et à la discipline, au travail, pour que véritablement nos acquis soient vus de tous pour le bonheur des victimes dans notre pays. Et que, c'est vrai que je ne mets pas tout cet aspect, mais encore inviter M. Adama Bitogo pour que la réparation des victimes des déchets toxiques soit effective au niveau d'Abidjan, comme cela est en train de se faire au plan international. Et aussi, beaucoup de remerciements aussi à nos avocats pour tout le travail qui est en train d'être fait. Et nous espérons que toutes les victimes rentreront dans leurs droits dans peu de temps, par la grâce de Dieu, et que nous allons donc gagner dignement ce combat-là face à Trafigura. Que Dieu vous bénisse, et je vais dire aux Ivoiriens, à très bientôt sur Abidjan, où je viendrai dans quelques temps pour pouvoir encore parler avec eux physiquement. Merci. Nous tenons le bon bout, c'est sur ces phrases de M. Claude Gourou, président des victimes des déchets toxiques, que je vais refermer cette interview. Il a dit, il tient le bon bout. Et avec lui, toutes les victimes des déchets toxiques, je pense que là, il tient le bon bout. Le bon bout, c'est de savoir que ce vendredi 26 septembre 2025, sur la page Facebook consacrée donc à l'association des victimes des déchets toxiques, vous allez avoir toutes les informations, et toutes ces informations sont à l'endroit des victimes qui, pour certaines qui auront droit à des indemnisations, de pouvoir se connecter, avoir toutes les informations. Il était sur le plateau d'ActuPeople.net pour porter, en tout cas, ce message très clair et ce message très important dans la lutte qu'il a engagée depuis maintenant 19 ans pour le droit des victimes des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Ça a été un plaisir pour moi de le recevoir encore une fois de plus. Merci à vous. Nous sommes aujourd'hui près de 250 000 personnes sur la chaîne YouTube ActuPeople.net. Merci de suivre nos interviews, de les partager. Merci pour la force que vous nous envoyez. Que Dieu vous bénisse. C'était Guillaume Vergès. À très bientôt pour une autre interview. Merci. Merci.